Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes jeudi 26 janvier 2023 et je continue d'essayer de démontrer la pertinence de l'idée du divin à travers les grandes religions et les grandes philosophies. Et donc là, pour cette vidéo, je vais continuer à m'appuyer sur cet ouvrage de Pierre Hadot, Qu'est-ce que la philosophie antique, dans la partie qu'il consacre à la philosophie comme mode de vie et plus ou moins les exercices spirituels. Si vous suivez les vidéos qui sont présentées sur cet espace, vous savez que j'essaie d'appuyer cette thèse de confirmation d'un principe divin, d'un principe créateur à l'origine de l'univers qui aurait toutes les caractéristiques ou au moins toutes les, je ne sais pas comment on pourrait dire, les fondements que les religions donnent à l'idée de Dieu, c'est-à-dire une somme d'amour absolu, voilà ce qu'on pourrait appeler comme ça. Et évidemment, tout cela n'est que des termes. On ne peut pas imaginer une somme d'amour dans quelque chose qui pourrait être un vide quantique, parce que c'est pourtant de ça, pour l'instant, qu'il est question à l'origine de l'univers. Ça serait une sorte d'espace dont on ne peut même pas imaginer la texture, la réalité. Voilà, c'est quelque chose qui dépasse encore l'entendement. L'humanité cherche, nul doute qu'elle trouvera. On a le temps, l'humanité évolue lentement vers la compréhension de sa totalité, de la totalité, du pourquoi nous sommes là, d'où nous venons, qui nous sommes et où nous allons. C'est quelque chose qui sera déchiffré par l'humanité, selon moi. Et dans la troisième partie, où nous allons, justement, j'essaie de démontrer matériellement, on pourrait dire, ou de façon logique, que l'humanité évolue progressivement ensemble. Nous allons tous vers cette ultime perfection. Enfin, voilà, l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Et cette ultime perfection, c'est entre autres l'extase facile. Et donc, voilà, on peut relier la lecture des exercices spirituels là chez les présocratiques et dans le monde antique et même avant, ces expériences spirituelles. Donc, comme d'habitude, je lis, je découvre en même temps, et puis je commente si le cœur m'en dit. Alors j'y vais. Jean-Pierre Vernant ajoute que ces techniques de contrôle du souffle sont à replacer dans la tradition chamanistique. Et donc on voyait dans la vidéo précédente, Pierre Hadot essaie d'éclairer justement la mystique qu'il y avait chez les présocratiques, chez Démocrite, Pythagore, etc. Leur lien avec justement le spirituel. En même temps, c'était des chercheurs, ils cherchaient à expliquer le monde, d'où vient cette création. On a toujours cherché à comprendre. C'est notre caractéristique depuis que nous nous sommes distingués des autres primates. Nous sommes constitués pour être obligés de chercher, pour être obligés de chercher à comprendre notre monde. L'angoisse que l'inconnu nous
nous fait vivre nous oblige l'humain à chercher, à toujours chercher. C'est cette carotte qui fait que nous en sommes aujourd'hui, en 2023, à avoir pratiquement une vision profonde de cet univers dans lequel nous sommes. Évidemment, il y a encore tout un tas de zones d'ombre. Mais enfin, c'est inouï ce que nous avons découvert, même simplement en 2500 ans, entre les présocratiques et nous. Bon, ben voilà. Alors que leurs intuitions étaient pour la plupart extraordinaires, faut le dire, même pour tous. Voilà, l'idée de l'atome, ça vient de Démocrite, et c'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir pu penser, d'avoir eu ces intuitions-là. Voilà. Mais on peut mesurer la puissance de l'évolution que nous avons réalisée. Et si on tient compte de l'accélération de la créativité humaine sur les 2 derniers siècles, par exemple, on peut imaginer ce que sera la créativité dans 2 siècles. On peut voir qu'elle va être considérable, qu'on aura encore éclairé des pans incroyables de... Voilà. Et donc, nous allons vers cette ultime perfection, l'humanité va vers cette ultime perfection, l'extase facile, entre autres. Voilà. Donc, le chamanisme est un phénomène social qui est lié fondamentalement aux civilisations de la chasse. Il n'est resté phénomène central dans la société qu'en Sibérie et en Amérique du Sud. Mais il s'est adapté et mêlé à d'autres cultures et religions, à des dates plus ou moins reculées, le substrat étant resté plus visible en Scandinavie ou en Indonésie. Il est centré sur la figure du chaman, un personnage qui sait, par une action rituelle, entrer en contact avec le monde des esprits, des animaux, des hommes, vivants ou morts, pour assurer la chance à la chasse ou dans l'élevage, ou la guérison des âmes, des vivants ou des morts. Voilà. Et évidemment, quand on a fait l'expérience de l'extase, ce qui m'est arrivé, 1 ou 2 mois après la création de cette théorie, c'est-à-dire à la fin 1999, début de l'an 2000, un ou 2 mois après, je ne sais pas combien exactement, déjà, même aujourd'hui, j'ai du mal à me situer au niveau du temps dans la vie, quoi. Et donc, à l'époque, c'était encore pire. Et donc, 1 mois après, j'ai fait cette expérience extatique accidentellement. Enfin, accidentellement, elle est venue comme ça, voilà. J'essaye d'en faire la généalogie sur la mécanique universelle ou dans certaines vidéos précédentes. Et donc, quand on a fait cette expérience, on se rend compte que on peut comprendre que les chamans, en fait, ont fait cette expérience-là pour passer dans un... En fait, pour être pris comme chaman dans ces sociétés traditionnelles. À l'époque, ces sociétés de chasseurs, ils ne faisaient pas ça pour plaire ou pour séduire ou pour passer à la télé. Donc, en somme, celui qui arrivait, qui rentrait dans le chamanisme, soit avec des produits, soit accidentellement, avait fait une expérience extatique ou une expérience particulière. Et il est évident, quand on a fait cette expérience de l'extase, par exemple, qu'on a une vision, qu'on a une... C'est organique, mais qu'on a une compréhension des choses vraiment particulière. C'est un état vraiment particulier, c'est un état extraordinaire. Il y a l'état de conscience ordinaire de tout le monde, quoi, de 99,99%
du temps de vie, on est dans un état ordinaire, et puis parfois on peut faire cette expérience-là, ça peut être très bref, une expérience d'extase qui nous... Et à ce moment-là, on comprend des choses, mais corporellement, organiquement, on comprend des choses que, qu'on ne peut pas comprendre dans l'état ordinaire. Et donc, après, la plupart de ces chamans, à mon sens, ont fait cette expérience-là, et voilà, c'est ce qui les a entraînés à devenir le chaman du groupe. Il y avait dans chaque tribu le guerrier, le chef, etc., etc., et le chaman, l'artiste, etc. Donc je continue. Depuis Cameli et E.R. Dodds, on a voulu voir dans le chamanisme l'origine des représentations de voyage de l'âme hors du corps. Et depuis Mircea Eliade, l'origine également des techniques de l'extase. Je serai pour ma part extrêmement réticent sur ce genre d'explication pour deux raisons principales. Alors, on voit, quand on n'a pas fait l'expérience extatique, il est très compliqué de pouvoir comprendre ce que c'est. Et donc, Pierre Hadot, c'est un chercheur, c'est un vulgarisateur, c'est quelqu'un qui a une mission vraiment particulière, qui n'est pas mystique, qui est là pour faire, pour transmettre au plus grand nombre, et c'est une chose qu'il fait de façon extraordinaire, magistrale, c'est formidable, qu'il soit remercié, tous ces vulgarisateurs de la connaissance. Voilà, un livre comme celui-ci, Qu'est-ce que la philosophie antique, c'est extraordinaire, au XVIIIe siècle, on n'aurait jamais eu des choses comme ça qui pouvaient enseigner à des millions de personnes non érudites, qui font partie des basses castes, en fait, et de pouvoir comprendre des choses aussi pointues. Voilà. Mais pour lui, à mon sens, c'est extrêmement difficile de comprendre la mystique de façon intime. Voilà. Et quand on n'a pas fait cette expérience, c'est un peu compliqué. Ça n'enlève rien à tout son... Mais voilà, à mon avis, pour un philosophe qui va traiter de cette question-là, je pense que pour la plupart, ils ont fait cette expérience. C'est le cas sans doute de Platon, etc., peut-être d'Aristote, sans doute même d'Aristote, etc. Et puis plus tard de Hegel, voilà. Enfin, voilà, il y a cette chose. Bon, je continue. Tout d'abord, même si l'on admettait cette préhistoire chamanique, il n'en resterait pas moins que les exercices spirituels qui nous intéressent n'ont plus rien à voir avec les rituels chamaniques et répondent au contraire à un rigoureux besoin de contrôle rationnel, besoin qui émerge pour nous avec les premiers penseurs grecs de la Grèce et avec les sophistes et Socrate. Un comparatisme trop étroit risque donc de fausser la représentation que l'on se fait de la philosophie grecque. Évidemment, c'est vrai que c'est peut-être un peu différent les expériences chamaniques, même les expériences extatiques qui sont faites avec des produits, le peyote, etc., dans des rituels, c'est une chose. C'est vrai que l'extase spirituelle peut-être se situe sur un autre plan, c'est possible. Mais en tout cas, son origine, elle est chamanique. Voilà, la déclinaison
comme la morale de l'humanité va toucher va trouver son origine dans la morale instinctive qu'on voit déjà chez les autres primates ou chez les animaux. Hein, voilà, il y a une morale instinctive qui existe, qui décline de la capacité à défendre un de ses congénères de l'abus d'un autre, etc. Voilà. Donc, on peut trouver, à mon sens, l'origine. Moi, je fais remonter l'origine de notre morale à cette morale instinctive déjà présente chez les animaux. Et donc, tout est un lien, c'est une déclinaison progressive, c'est une montée progressive du vivant jusqu'à l'homme actuel. On est dans quelque chose qui n'est... Il n'y a pas de rupture en réalité. C'est quelque chose d'extrêmement homogène. Mais bon, on est obligé... Les ruptures sont là pour qu'on puisse étudier, comprendre, réfléchir. Donc on doit faire des distances. Je continue. En second lieu, il me semble que les historiens de la philosophie se font du chamanisme une représentation fortement idéalisée et spiritualisée, ce qui permet de voir du chamanisme partout. Peut-on vraiment, par exemple, parler de Socrate en disant, avec Henri Joly, que Socrate ait été le dernier chaman et le premier philosophe fait partie désormais des vérités anthropologiquement admises. C'est vrai que c'est difficile. Qu'il soit le premier philosophe, c'est clair. Si la philosophie de Platon, c'est le résumé ou c'est la mise en exergue de la philosophie de Socrate, il est évident que Socrate est le premier philosophe fondamental au fondement de la philosophie que nous connaissons contemporaine. Ça, c'est clair. Et voilà, alors après, en faire un chaman, c'est aussi, sous une certaine angle, ça peut être, on peut le considérer comme un chaman. C'était, voilà. Bon, bref. Que veut dire vérité anthropologiquement admise? Peut-on dire vraiment d'ailleurs qu'il ait été le premier philosophe? Et que veut dire ici le mot chaman? Signifie-t-il que conformément à ce qui fait l'essence du chamanisme, c'est-à-dire dans la perspective de la chasse et de la pêche, l'alliance entre les âmes humaines et les esprits animaux conçus sur le modèle matrimonial, Socrate a une épouse rituelle qui serait un esprit féminin du monde nourricier. Mais oui, parce que le chamanisme, c'est pas un lien direct avec les animaux, c'est pas le plus important. C'est pour ça que l'expérience extatique, à mon sens, est fondamentale à l'origine du chamanisme, très certainement. Parce que quand on est dans l'état d'extase, on est en lien avec le tout. Il y a quelque chose qui nous plonge dans une sorte d'osmose avec toute la création, mais avec n'importe quoi, avec une feuille d'arbre, avec un brin d'air qui rentre dans nos narines, avec un grain de poussière, mais comme avec un animal. Donc, et cette expérience, pour l'avoir fait de façon accidentelle, je suis certain que les premiers hommes, ces premiers chamans, ces premiers ont fait cette expérience très certainement, accidentellement, pour des raisons X ou Y. Ça peut être après une grande fatigue, après une frayeur, après ingurgiter un produit particulier ou quoi que ce soit. Peu importe, en tout cas, l'origine, elle est liée à ça, à mon avis. Donc, fille d'esprit d'honneur de gibier, appelée esprit de la forêt, fille d'esprit aquatique, d'honneur de poisson. Alors, bien sûr que c'était en lien certainement à la chasse, au fait de pouvoir d'apporter, de protéger l'homme, etc. Toutes ces choses-là, c'est clair, mais l'origine, à mon sens,
elle est dans une expérience qui sort l'homme de sa conscience ordinaire. Et donc, il est obligé de comprendre. Alors peut-être que dans sa façon de se comporter, dans sa façon de parler, dans sa façon de concevoir le monde, dans cet état d'extase au sein de la tribu, du groupe humain dans lequel il est, il va apporter quelque chose de complètement bizarre, différent, etc., qui va même, voilà, qui va étonner tout le monde et qui va faire de lui ce qu'il devient, c'est-à-dire le chaman. Voilà, c'est possible. On ne sait pas comment ça s'est expliqué. C'est pour ça que quand je dis l'humanité va vers son ultime perfection et que c'est l'humanité dans son ensemble, eh bien voilà, par exemple, on pourrait dire, mais pourquoi une tribu de l'Amazonie qui est restée hors de tout contact humain pendant des millénaires, qu'est-ce qu'elle apporte, pourquoi elle est dans l'humanité? Mais eh ben, justement, elle a préservé quelque chose d'inouï que euh, que les Claude Lévi-Strauss, etc., sont allés récolter, qu'ils ont bien voulu offrir à l'humanité à travers cela. Et donc, à travers ça, on peut comprendre des choses de nos origines qu'on n'aurait jamais pu comprendre sans leur présence. Donc, c'est bien l'humanité dans son ensemble. Chacun apporte quelque chose à cette humanité. C'est ça qui est incroyable, quoi, dans cette aventure. Et c'est pour ça que nous sommes vraiment une fraternité, sans le savoir. On ne comprend pas encore. C'est pour ça qu'on va se faire la guerre, c'est pour ça qu'on va détruire des êtres humains, ou qu'on peut avoir des haines réciproques, etc. Parce qu'on ne comprend pas notre fraternité fondamentale. Et on ne comprend pas le sens de notre présence au monde encore. Donc vivement que l'humanité prenne conscience de son sens, de sa finalité, que nous devons construire ce paradis sur cette planète. C'est notre seul... On le fait inconsciemment et donc il faut continuer à le faire de façon consciente. Il faut prendre conscience de ce que nous sommes en train de construire et le finaliser. Donc, je continue. S'est-il animalisé le temps du rituel par son accoutrement et son comportement? Est-ce qu'il bondit et brame tel le mâle qui repousse ses rivaux et se prépare à s'accoupler avec sa femelle? Je fais allusion ici à une description de l'activité du chaman donnée récemment par ma collègue RN Amayon. Elle a aussi, me semble-t-il, remarquablement mis en lumière l'ambiguïté qui est inhérente à l'usage du terme de transe, proche de celui d'extase, pour regrouper l'ensemble des conduites corporelles chamaniques. On se contente de dire que le chaman est en transe, sans décrire le détail de ses gestes. Mais ce qui importe en fait, c'est précisément le détail de ses gestes corporels. Trembler ou bondir n'exprime pas le même type de relation et s'adresse à des types d'esprits différents. Le symbolisme d'alliance avec des esprits animaux du fait qu'il implique l'animalisation rituelle du chaman suffit à rendre compte des bizarreries de son comportement. Voilà, pour l'époque, il y avait toute cette bizarrerie. On va comprendre le fond de tout ce travail-là. Dès qu'on mettra plus d'empathie, dès qu'on sortira de l'orgueil occidental, de ce côté un peu qui fait que de l'orgueil matérialiste, de l'orgueil du progrès, de ceux qui croient qui sont plus évolués parce qu'ils sont du côté occidental et progressiste du monde. On ne comprend pas tout. On manque d'empathie pour comprendre fondamentalement ce qui se joue derrière, au fond de tous ces... C'est pas des petites choses, c'est pas l'incarnation de l'esprit animal aussi simplement que ça, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. Évidemment qu'il y a ça, mais quand on fait l'expérience extatique, on est conscient qu'on est construit de la même manière que l'animal.
Donc on est fondamentalement, on est fait des mêmes atomes, et c'est nos atomes qui communiquent, qui sont en lien en osmose avec cet univers. C'est pas pour rien que dans l'état extatique, on est en osmose avec l'univers, mais parce qu'on est constitué de cet univers. On est constitué exactement pareil que l'ours, que le zébu, que l'éléphant, peu importe que le lion, de l'animal qui était le totem du village. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement profond, et ça vient de l'expérience, et ça, c'est la réalité. Nous sommes constitués de la même manière que les autres animaux, donc le totem qui était pris, l'animal qui était incarné, c'était simplement pour dire que oui, dans l'état d'extase, on comprend qu'on est en fusion avec ce grand tout, et donc avec ce principe divin qui a mis en œuvre et qui est à l'intérieur de cette nature, et qui a mis en œuvre cette nature et cet univers. Voilà l'idée. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo, et je vais reprendre sur le symbolisme dans la prochaine. Voilà, si vous êtes arrivé jusqu'à là, je vous conseille d'aller écouter la prochaine. Peut-être elle sera pas mal. Allez, à bientôt. Merci.